Cet après-midi, dans Toute une histoire, vous allez découvrir les parcours de Jacques Michel et d'Hervé. Au réveil, j'ai vu devant moi un bâtiment qui était l'Opéra de Paris. Je suis resté scotché sur ce banc. Qu'est-ce que vous faisiez sur ce banc? Et je ne savais plus du tout qui j'étais. Et je ne savais pas si j'étais marié, si j'avais des enfants, si j'avais une mère, un père. J'étais perdu. J'étais entraîneur et je rentrais chez moi et j'étais renversé par une voiture. J'avais perdu la mémoire immédiate. Je me rappelais de rien. C'était terrible. Tous les deux ont alors dû refaire le puzzle de leur vie pour se le réapproprier. J'ai été emmené à l'hôpital Sainte-Anne. Ils m'ont appelé Monsieur X. Les patients qui étaient autour de moi, pour moi, c'était des gens qui ne me concernaient pas. Quelques jours après, ils m'ont dit « T'as tes parents qui t'attendent, t'as ta femme qui t'attend ». J'ai lu dans leurs yeux tout de suite de la crainte et de la peur. Quand on m'a présenté mes deux enfants, pour moi, ils étaient mignons, quoi, ils étaient sympas. On a fait du mal à son entourage de façon involontaire. Et on a refait un troisième enfant. Et là, j'ai eu peut-être un déclic. Cet enfant, on l'appelle l'enfant de la Renaissance. Je devais me marier avant mon accident. J'ai pas reconnu la fille avec qui j'étais. Des souvenirs précis de votre carrière de basketteur? Non, j'ai une amnésie totale de 7 ans qui précédait mon accident. Vous êtes encore capable de jouer hyper bien aujourd'hui? Oui, je joue encore. J'ai le basket dans la peau. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Toute une histoire. Jacques Michel et Hervé, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous ne vous connaissez pas, tous les deux, mais vos parcours ont beaucoup de similitudes. Après un accident ou un choc, vous avez oublié plusieurs années de vos vies, entourés de vos familles. Vous allez nous raconter comment vous vous êtes battus pour retrouver ces souvenirs envolés et poursuivre vos vies aux côtés de vos proches qui pour un temps étaient devenus à vos yeux des étrangers. Pourquoi était-ce important pour vous de venir témoigner sur notre plateau aujourd'hui? Pour dire qu'après un grave accident, après pas mal de dépression et tout ça, il faut toujours se battre parce que tout peut revenir à la normale, entre guillemets. Et pour vous, pourquoi était-ce important d'être là aujourd'hui? D'être là aujourd'hui, c'est pour montrer qu'il est tout à fait possible de se reconstruire si on accepte d'une part son handicap, puisque c'en est un, une perte de mémoire est un handicap comme un autre, et si on accepte l'amour des siens, qu'au départ on voit comme des étrangers, mais tout compte fait, quand on voit que l'amour vraiment vous est donné, il faut savoir donner cet amour et dire aujourd'hui que tout peut continuer même si on n'est pas complet. Alors, face à vous deux spécialistes, Yvonne Poncet-Bonissol, notre psychologue, et Stéphane Eppelbaum, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour à tous les deux. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission car ce sujet complexe mérite des éclaircissements, donc l'amnésie et ses conséquences psychologiques. Pour commencer, docteur Eppelbaum, est-ce qu'il existe différents types d'amnésie? Tout à fait. Déjà, il existe différents types de mémoire et donc différents types d'affections qui peuvent toucher ces mémoires différentes. On a tout d'abord la mémoire dite à court terme, qui est une porte d'entrée dans la mémoire comme on l'entend plus classiquement, qu'on appelle mémoire à long terme. Donc cette mémoire à court terme, elle dépend en grande partie des capacités attentionnelles et de concentration d'un individu. C'est par exemple la capacité que l'on a à retenir une commande pour un garçon de café ou un numéro de téléphone qu'on va recomposer juste ensuite. Et la mémoire à long terme se décompose en différents types, là encore. Il y a ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est la mémoire des événements contextualisés, donc personnels. La mémoire sémantique, la mémoire des faits ou des connaissances. Par exemple, le fait de savoir que Paris est la capitale de la France, mais on ne sait plus dans quel contexte on l'a appris. Et puis, il y a d'autres types de mémoire, par exemple la mémoire procédurale, qui consiste à se souvenir des gestes qu'il faut effectuer pour faire du vélo, par exemple, et que l'on ne peut pas vraiment expliciter, mais qui est engrangé quelque part dans le système nerveux. Alors, Yvonne, quel genre de traumatismes psychologiques peuvent entraîner une perte de mémoire?
Alors, tous les traumatismes qui sont un petit peu récurrents dans le stress post-traumatique, ça peut être la vue d'attentat, on est en pleine actualité, ça peut être un deuil très difficile, ça peut être une rupture affective, mais vraiment importante, et c'est toujours en rapport avec une émotion forte, une émotion affective. Donc, il y a la scène traumatique reliée à une émotion affective très grande. Et l'amnésie, ou parfois le trou noir, c'est un symptôme d'une problématique qui est forte et qui est une problématique propre de tous les stress post-traumatiques. Attentat, incendie, perte d'une maison, divorce. Mais là, on parle souvent, je parle sous votre contrôle, de trou noir, d'ictus mnésique, où il y a une forme de... c'est très passager, c'est pas l'amnésie totale comme on va pouvoir le voir. Alors, on va voir comment s'est produite cette amnésie. On va commencer avec vous. Jacques Michel, votre vie a basculé le 25 juin 1987, à l'âge de 30 ans. Ce jour-là, vous vous êtes réveillé sur un banc au milieu de Paris, sans aucun souvenir des années passées. C'est bien ça. Je me suis réveillé effectivement avec un esprit totalement embrumé. Ma tête était embrumée, mes yeux étaient embrumés. Et au réveil, j'ai vu devant moi un bâtiment qui était l'Opéra de Paris. Et ça, je me suis tout de suite rendu compte que c'était l'Opéra de Paris. Et qu'est-ce que vous faisiez sur ce banc ? Dans un premier temps, je ne savais pas. C'est-à-dire que je me demandais si c'était pas un mauvais flip. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu l'opéra, j'ai fait le rapport entre l'opéra et Paris. Je savais que j'étais à Paris. Vous habitiez Paris ? J'ai su après que je n'habitais pas Paris. Ah bon. Mais sur l'analyse complète que j'ai fait sur moi, je me suis vite rendu compte que j'avais notamment des chaussons aux pieds, des patins de maison. Des quoi ? Des patins, c'est ce qu'on dit en Lorraine. Donc c'est des chaussons. des pantoufles. Des chaussons d'intérieur, des pantoufles. Des patins, d'accord. Et ces pantoufles m'ont fait dire quelque part que tout compte fait, j'étais en train de vivre un mauvais flip où j'avais pris de la drogue, je savais ce que c'était de la drogue, est-ce que j'avais trop bu. Donc vous étiez chaussé de pantoufles sur un banc. Donc et vous avez reconnu Paris grâce à l'opéra. Oui, et j'étais persuadé en voyant du coin de l'œil une cabine téléphonique que j'étais descendu de chez moi, qui devait se trouver quelque part, pour téléphoner ou pour entendre ou attendre quelqu'un qui me téléphone. Et je suis resté scotché sur ce banc dans cet espoir que le téléphone sonne. Et vous étiez habillé comment ? J'étais habillé avec un simple petit blouson et vous aviez des papiers sur vous ? Alors, dans un premier temps, c'est pas la première question qu'on se pose. La première question qu'on se pose, qui arrive très rapidement, je me suis rendu compte que je ne savais pas qui j'étais. Et ce qui m'a fait très peur, ce qui m'a angoissé, puisque le fait de ne pas savoir qui je suis, c'est quand même savoir quelque chose. Et alors, comment vous en êtes rendu compte ? Ça, on vous a posé la question ? Non, du tout. C'est moi-même qui me suis... J'ai senti un vide à l'intérieur de moi et je me suis aperçu que je ne savais pas qui j'étais. Et que vous êtes posé la question, qui suis-je ? Oui, c'est ça. Mais alors, on ne sait pas, on ne connaît pas son prénom, par exemple ? Ah non. Vous aviez... Non, je n'avais pas forcément conscience non plus que le mot prénom existait, que le nom non existait. Je savais qu'il y avait une identité que je n'avais pas et que cette identité, je savais pertinemment l'avoir perdue. Comment était si c'était s'exprimait par un prénom, par un nom et autres, ça je ne savais pas dans un premier temps. Mais je savais que j'étais perdu. Vous aviez des signes sur vous qui auraient pu... Je me suis rendu compte que j'avais une alliance et je savais que l'alliance était le symbole du mariage. Et donc je me suis posé la question en disant je dois être marié, donc ma femme va descendre, venir me rechercher. Et dans un deuxième temps, en regardant autour de moi, j'ai vu qu'il y avait un sac en plastique à côté de moi. Et j'ai pris ce sac en plastique et j'ai regardé dedans, mais avec le sentiment que ce cornet ne m'appartenait pas forcément. Donc j'avais l'impression de violer un peu les choses et je l'ai approché assez doucement pour regarder, comme ça, un petit peu de façon impudique à l'intérieur. Et là, j'en ai sorti une sorte de lacet, un lacet qui était noué. Il y avait un ticket de métro. Il y avait un plan de Paris. Et le plan de Paris m'a fait peur, puisque je me suis dit, si j'ai un plan de Paris, c'est que je ne suis peut-être pas parisien. Donc l'angoisse a continué à monter. C'est ça, donc vous étiez angoissé, c'est la question que je vais vous poser. Vous aviez peur ? Oui, c'est une peur, c'est une angoisse, c'est un stress. Et dans ce cornet, j'ai pris des feuilles de papier et j'ai regardé ce qui était écrit dessus. Vous saviez lire ? Je savais lire, oui. Et quand j'ai vu les feuilles de papier et que j'ai lu ce qui était dessus, j'ai eu de l'effroi. Parce que je me suis aperçu, sans savoir pourquoi, que c'était moi qui avait déjà écrit. Mais je ne savais pas avoir
écrit déjà quelque chose. Et sur mes écrits, c'était marqué, donc, je suis au bord de la Seine, je suis à Beaubourg, le bâtiment est grand et spécial, je me sens tout petit à côté. Il n'y a pas que ma mémoire qui me fasse défaut. La preuve en est, c'est que même des mémoires, des façades vides ont été recouvertes par des fausses fenêtres. C'était les Beaubourg, donc autour, il y a des fausses fenêtres sur des façades. Et comment vous saviez que c'était vous qui l'avez écrit, ça? Je l'ai ressenti. Vous ressentiez? Oui. Et sur l'une des dernières phrases qui était écrite dessus, il était écrit « Surtout, n'oublie pas d'écrire ». Donc ça veut dire que je me suis laissé ce message dans mon passé oublié. Donc ça veut dire quand même que vous, apparemment, au moment où vous avez écrit ça, vous aviez déjà des troubles de mémoire. Oui, je savais que j'en avais pas. Oui, Hein? oui, je savais que j'en avais. Je savais que j'avais des troubles de mémoire, mais je m'en souvenais déjà plus. Je m'en souvenais plus. Et donc, il s'est passé 3 jours. Vous saviez, avant que ça vous soit arrivé, que vous aviez déjà des troubles de mémoire? Avant ce fameux réveil, Ouais. qui pour moi est la première chose, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs jours où j'étais errant et conscient de mon manque de mémoire, sans que je me souvienne au moment-là. Je m'en suis souvenu que par mes écrits. D'accord. Alors, ce qui me frappe, c'est que vous soyez aussi précis dans vos descriptions, alors que vous dites que vous étiez dans un état embrumé. Oui. Alors, cette situation-là, de réveil, je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. C'est quelque chose qui m'a marqué profondément, et c'est quelque part ma naissance. Et cette naissance, je m'en souviens vraiment pratiquement à la seconde près, mais sans la resituer dans le temps. Ce que je peux situer en disant ça s'est passé en quelques minutes, c'est peut-être passé en 1 heure, en 2 heures. La preuve en est par rapport aux écrits que j'avais déjà faits. Ce que je croyais être un instant, c'était déjà passé depuis 3 jours. Donc j'avais pas de notion de temps. Mais ça, je me souviens absolument de mon erreur. Et vous aviez de l'argent sur vous? J'avais quelques argent, je crois, mes souvenirs sont bons, puisque tout ça avait été noté, et je crois que j'avais une 60aine de francs, parce que c'était en francs à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, ce qui s'est passé, c'est que la police m'a expliqué après qu'ils avaient vu quelqu'un qui errait dans le coin depuis plusieurs jours, et je ne voulais pas quitter ma cabine téléphonique, et je dormais dans cette cabine téléphonique pour attendre un coup de téléphone. C'était mon flip. J'attendais un coup de téléphone. Et la police m'a réveillé donc une nuit en me disant contrôle d'identité. Ils m'ont emmené dans un commissariat. Donc ils m'ont donné à manger, ils m'ont fait dormir dans une cellule enfermée. Ils se sont dit il y a vraiment un problème, on attend le chef, il y a quelque chose. Donc le chef est arrivé le matin, s'est rendu compte apparemment qu'il y avait un problème profond. Il me paraissait très gentil ce monsieur d'ailleurs. Et il m'a dit que j'allais être mis en protection, et donc là j'ai été emmené à l'hôpital Sainte-Anne, où le procureur avait fait une autorisation pour un placement dit d'office. Sous quel nom? Je me suis retrouvé sous nom de Monsieur X, on ne savait pas qui c'était. Monsieur X est devenu mon nom d'ailleurs très rapidement à l'hôpital, puisque mon gobelet était marqué d'un X. Incroyable. Et ils m'ont appelé Monsieur X. Donc Monsieur X est devenu mon nom. Il fait toujours partie de moi d'ailleurs. Ah oui? Oui. Comment vous vous sentiez à ce moment-là, à l'hôpital? Vous vous sentiez protégé? Non, du tout. Moi, pour moi, je voulais être à l'extérieur. La façon de me retrouver, il n'y a personne d'autre que moi qui pouvait me retrouver. J'allais me retrouver. Et donc, c'est à l'extérieur, je voulais absolument retourner vers ma cabine téléphonique. Ah oui, Parce qu'on m'attendait. C'est sûr qu'on allait venir me chercher, c'était une évidence. C'était pas en étant dans ces murs que j'allais pouvoir être aidé. Ensuite, ils nous aident certainement, mais le patient, puisqu'on nous appelle des patients, ne se rend pas forcément compte qu'on le fait dans son intérêt. On a l'impression que le temps passe et qu'il ne se passe rien. Quand on vous pose des questions, on a l'impression que c'est la personne qui veut avoir des réponses, alors que c'est vous qui voulez une réponse. Et vous avez l'impression qu'ils ne vous en donnent pas. Donc ils n'en font pas assez, qu'ils ne bougent pas. En réalité, il s'avère qu'avec le temps, donc j'ai appris tout ce qu'ils faisaient. Donc ils me regardaient, ils essayaient de savoir si je savais lire, si je savais écrire, parce que j'arrêtais pas d'écrire tous les jours. Ils m'ont mis en atelier de peinture, ils se sont aperçus que je savais dessiner. Ils m'ont fait jouer au ping-pong, ils m'ont fait jouer aux échecs, etc. pour voir si j'avais quand même une certaine mémoire de certaines choses. Et vous saviez tout ça? Vous saviez jouer aux échecs? Je savais jouer aux échecs, je savais dessiner. Ils se sont même aperçus, ils avaient noté, et c'est entre autres ça qui m'a sauvé, comme quoi je dessinais bien. Donc je me complaisais là-dedans. Et ce qui me plaisait également dans le dessin, plus que dans l'écriture, c'est que j'écrivais tout le temps. Les patients qui étaient autour de moi, pour moi, c'était des gens qui ne me concernaient pas. Et je m'apercevais que mes papiers étaient, pour moi, volés. Parce que les médecins me prenaient les papiers pour les examiner, mais je ne le savais pas. Pour moi, c'était un viol. Donc à un moment donné, j'en ai marre, parce que j'aurais dit, arrêtez de me prendre mes papiers, puisque vous ne dites pas pourquoi. Vous écriviez quoi?
tout ce que j'avais dans la tête et tout ce qui se passait dans la journée. Mon angoisse, c'était surtout relire quelques heures après pour voir si je me souvenais de ce que j'avais écrit. C'est ça. Donc votre angoisse, c'était d'oublier ce que vous veniez de vivre. Ouais. Donc vous étiez obsédé par ce problème de mémoire. Ah oui, ouais. Mais ensuite, ce qu'on demande, c'est d'où vient le problème. Les jours, les semaines sont passés. Est-ce qu'ils ont vérifié, par exemple, en vous montrant des images, que vous aviez une mémoire de ce que vous voyez? Oui, parce que quand je lisais, donc ils me demandaient de lire beaucoup, et je lisais, et ce qui était assez inimaginable, je me souviens très bien d'une page où il y avait Napoléon, et je savais que c'était Napoléon. Vous saviez qui était Napoléon? Je savais qui était Napoléon. Et je ne savais plus du tout qui j'étais, et je ne savais pas si j'étais marié, si j'avais des enfants, si j'avais une mère, un père. Et si si on vous avait montré une photo de votre femme? On ne me l'a pas fait, puisque de toute façon, on ne l'avait pas retrouvée. Donc, on me l'a montré, mais plusieurs mois après, en vrai, quoi. Quand Vous ne elle est l'avez pas arrivée. reconnu? Non, je ne l'ai pas reconnu. Non, j'ai eu la chance d'avoir des médecins qui avaient pris certains indices, comme je vous parlais tout à l'heure, de patins. Donc ça avait été noté dans un coin. J'ai un accent qui est plus lorrain que breton. Donc tout ça, je pense qu'ils l'avaient noté. Ils ont noté que je savais peindre. Et un médecin, pour m'aider, m'a proposé des séances de narcose. Il m'a dit, à mon avis, tu as un problème d'identité, c'est ce qu'on appelle une amnésie. Donc il va falloir faire ressurgir des choses qui sont au fond de toi, qui doivent exister encore. Parce que tu sais tellement de choses, c'est pas possible que tu aies oublié. C'est quoi la narcose? C'est la différence avec l'hypnose? C'est quoi? Alors, c'est un produit, effectivement, dont on n'a pas trop le droit de parler, qui a une utilité. Bon, maintenant, les années sont passées, hein, ça fait 28 ans, donc on peut en parler. On n'en aurait peut-être pas eu le droit au moment-là. C'est un produit qui était interdit, qui s'appelle le Pentotal. Ouais. Qui a été utilisé... sérum de vérité. Le sérum de la vérité. Ça se fait plus, en fait, aujourd'hui. Il l'a inventé, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Ouais, mais grâce à lui, grâce à ce produit... le professeur m'a demandé de signer une décharge au nom de M. X, parce que c'est du produit vraiment assez dangereux. Il m'a fait une première séance en m'expliquant ce qui allait se passer. J'allais tomber dans un sommeil léger. Je ne me souviendrai pas forcément de tout, mais toute la séance allait être enregistrée et qu'au réveil, il m'expliquera tout ça. C'était une succession de questions-réponses. On a fait une première séance. Le médecin n'a pas voulu, à mon réveil, me dire ce qui s'était passé, peut-être pour me booster un peu. Et il m'a proposé une deuxième séance. Et à la deuxième séance, il m'a dit la première n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu d'indice particulier. La deuxième, malheureusement, n'a pas fonctionné non plus, on n'a pas d'indice. Il dit les produits sont forts, on arrête là. C'est étonnant ce qu'on entend là. Alors je trouve que l'histoire de Jacques Michel est effectivement très étonnante, très édifiante. Il y a plusieurs points qu'on peut commenter. Et c'est déjà ce souvenir que vous aviez des faits. Par exemple, d'avoir reconnu immédiatement l'Opéra de Paris, ça montre que la mémoire sémantique dont on parlait tout à l'heure, la mémoire des connaissances, était intacte. Par contre, ce qui était atteint, c'était la mémoire plutôt épisodique, c'est-à-dire les mémoires des épisodes de votre vie, des événements, et de façon rétrograde. Parce que dans la mémoire à long terme, on distingue mémoire rétrograde avant un événement donné et mémoire antérograde, c'est-à-dire les souvenirs que vous êtes en mesure d'acquérir après l'événement. Et on voit bien, d'après votre histoire, que tout ce qui s'est passé après votre réveil, comme vous l'appelez, vous l'avez mémorisé. Donc la mémoire antérograde n'était pas altérée, mais la mémoire rétrograde, oui. Et alors, ce qu'on sait des amnésies rétrogrades telles que celles qui vous affectent encore aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas un cas isolé, hein, ce sont des cas qui sont décrits, par contre c'est extrêmement rare. Et ces amnésies rétrogrades peuvent survenir effectivement après un traumatisme crânien qui est généralement décrit comme léger, c'est-à-dire ça n'est pas du tout un traumatisme trop sévère avec un hématome intracérébral. Mais le cerveau, quand on le regarde en imagerie avec un scanner ou une IRM, en général, il est intègre. Est-ce qu'il y a eu une troisième injection de produit? J'ai demandé, j'ai dit au médecin, tant qu'à me crier la gueule, vas-y, quoi, fais-en une troisième, quoi, vas-y, fais-le. Et après consultation, certainement, avec les collègues, ils ont accepté de faire une troisième séance. Et à la troisième séance, quand ils m'ont reçu après un réveil assez difficile, j'ai vu un médecin, qui était un professeur à l'hôpital Sainte-Anne, qui était tout souriant. Et il me dit, ça a marché. Ça a marché, je pense qu'on est sur la bonne voie, on va te retrouver. Et donc, ils ont fait le rapport entre... il me dit, pendant ton sommeil, tu as dit quelque chose qui pourrait nous faire penser que tu connais quelqu'un et que ce quelqu'un peut peut-être te connaître. Mais ils m'en ont pas dit plus, hein, ils font les choses très progressivement. Et
au bout d'un jour ou autre, ils ont commencé à me dire qu'ils pensaient quand même que je venais de l'Est de la France, que je savais dessiner, que j'étais certainement dans un milieu artistique au moment-là. Et après, c'est tout. Et ils m'ont laissé comme ça. Moi, j'étais content de mon côté en disant ça va se régler. Et quelques jours après, j'étais en atelier d'art-thérapie, en train de dessiner. Et ils m'ont dit suis-moi, il y a quelqu'un qui t'attend, on t'a retrouvé. Wow, génial. Donc, je suis rentré dans un bureau où j'ai vu le professeur qui était tout souriant. Il y a une personne qui était de dos et qui s'est retournée vers moi, qui m'a regardé et qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là, vieux con, quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Cette personne ne connaissait pas mon nom, il s'en souvenait pas. Mais il était persuadé qu'on avait fait l'école des Beaux-Arts ensemble à Nancy, qu'on avait fait les 400 coups, qu'on était des bons potes à l'époque. Et c'était notre ami, Charles-Élie Couture, puisque dans ma narco, j'ai dit Charles-Élie. Voilà. J'aurais dit Sophie, j'aurais été embêté encore maintenant. Peut-être pas. Charles-Élie Couture. Charles-Élie Couture. Et alors, vous l'avez reconnu, vous, quand vous l'avez vu, quand il s'est retourné? Non. Non, pour moi, c'était quelqu'un qui était content qu'il me reconnaisse, mais je ne savais pas qui c'était. Vous ne savez pas qui c'était? Non. Et vous n'aviez pas l'impression qu'il vous était familier? Du tout. Du tout, du tout. Les médecins ont même poussé en faisant confiance à Charles-Élie et lui dire allez, parce que Charles-Élie a dit allez, on va bouffer, il faut qu'on discute ensemble. Donc il m'a pris par l'épaule et on est sorti de l'hôpital. Pour la première fois, je suis sorti de l'hôpital avec lui et il m'a invité au restaurant. On a été manger dans un restaurant du coin. Et il vous a raconté ce qui vous liait tous les deux? Oui, il m'a dit on a fait l'école des Beaux-Arts ensemble. À l'époque, quand on chantait sur le perron de l'école. Il dit je m'en souviens parfaitement. Mais il dit, t'étais pas dans la même section, moi j'étais plus en art et toi t'étais plus en architecture, bâtiment historique et tout. Mais il me dit, c'est bon, de toute façon, je sais plus ton nom parce que tu m'emmerdes, mais il dit, on va te retrouver avec l'école, c'est bon, avec les papiers, on s'est quitté, c'est dans la poche, ne t'inquiète pas, c'est bon, je suis avec toi. Et on a mangé, il m'a demandé ce que je voulais voir, je lui ai dit comme toi. Et il me dit, tu pourrais pas choisir toi-même? Je lui ai dit, non. Dis-moi ce que j'aime, quoi. Ah oui? Ouais. Parce que quand vous voyez sur la carte le nom des plats, ça n'évoquait rien pour vous? Je me suis même pas posé la question. Je me suis juste posé la question quand je mangeais. Je me suis dit tiens, hop, je voyais un truc, je le mettais dedans. Je préférais sucré, ça je l'ai su rapidement. Que je préférais sucré. Je me suis aperçu aussi que j'avais envie de fumer. Mais autrement, je mangeais pour me nourrir. Je cherchais pas à avoir un goût. Ce qui est peut-être une erreur d'ailleurs, parce que des médecins m'ont dit après que dans une amnésie comme la mienne, il existait un déclic qu'on appelle le déclic des petites madeleines. De Proust. C'est pour oui. Et donc qu'un goût, surtout un goût, pouvait faire un déclic et clac, on retrouve la mémoire d'un coup. Et ce truc-là, on ne me l'a pas fait faire effectivement à l'époque. Et j'ai appris à essayer de le faire après. C'est le professeur Eustache qui m'a dit, il travaille dans le sens-là. Donc j'ai bouffé beaucoup de petites madeleines, mais je me suis jamais souvenu de rien. Donc j'ai grossi, mais j'ai pas retrouvé cette mémoire. Et alors j'imagine que donc la rencontre avec Charles-Élie Couture, c'était combien de temps après le ban? Après le ban, il a dû se passer à peu près une centaine de jours. Puisque quand mes parents m'ont retrouvé, je sais exactement que ça fait 122 jours après. Alors donc grâce à Charles-Élie Couture, j'imagine qu'on a pu remonter jusqu'à votre identité. Voilà. Donc grâce à l'école. Grâce à l'école des Beaux-Arts, oui. Et avec votre identité, on a pu retrouver vos proches? On a retrouvé mes proches, oui. Alors donc j'imagine qu'ayant été retrouvés, ils sont venus vous rendre visite? Eh ben oui, j'étais de nouveau en train de dessiner en art-thérapie quand un infirmier est rentré et a appelé Jacques Michel. Jacques Michel. J'ai dit, putain, s'il y en a un dans la pièce qui répond pas, il va se trouver avec une piqûre d'enfer. Et le con qui répondait pas, en réalité, c'est moi. Il me regarde, je lève la tête, il me dit, mais attends, Jacques Michel, c'est toi. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, c'est bon, on t'a retrouvé. T'as tes parents qui t'attendent, t'as ta femme qui t'attend. Viens avec moi, tu t'appelles Jacques Michel. Je lui ai dit, putain, Jacques ou Michel? Et je savais pas qui j'étais, on me donne deux prénoms. C'est bien, quand même. Et donc on m'amène dans un bureau. Donc heureusement que ses proches en question étaient briefés, comme quoi il ne fallait pas trop d'effusion. Il ne fallait pas me sauter au cou tout de suite. Et en rentrant, j'ai vu un couple de personnes que je considérais à l'époque âgées, mais j'ai le même âge qu'eux maintenant, donc on va dire d'un âge normal. Dans lesquels j'ai lu dans leurs yeux tout de suite de la crainte et de la peur plutôt qu'autre chose.
Ils avaient peur. Ils avaient peur. Et puis j'ai vu une petite brune qu'on m'a présentée comme étant ma femme, où j'ai vu des yeux qui étaient heureux, joyeux. Votre femme et vos parents vous ont alors montré des photos pour vous aider à retrouver la mémoire. Oui. En vain. Ces 30 ans de souvenirs oubliés, notre équipe les a retracés en images. On va regarder ce reportage et on se retrouve après. Merci. C'est à Nancy, le 17 décembre 1957, que Jacques Michel voit le jour. Sur cette photo, c'est son père et sa mère. Il grandit en Meurthe-et-Moselle. Un soir d'été de 1980, Jacques Michel croise le regard de Martine. C'est le coup de foudre au premier regard. Ils décident de se marier le 25 avril 1981. Leur premier enfant, Sandrine, naît le 17 septembre 1981. 4 ans plus tard, arrive Pierre-Henri. Jacques Michel et Martine forment pendant 7 ans un couple heureux et amoureux, jusqu'à ce que l'amnésie vienne brouiller les pistes. Ça vous fait quoi de revoir ces photos? C'est toutes des photos au départ, ça me gavait de les voir. Parce que quand je suis retourné avec les miens, la première chose qu'ils ont fait, c'est bien entendu les photos, pour me dire, regarde ces photos, tu te souviens? Regarde ce qu'on a vécu, regarde quand tu étais bébé, regarde ton premier vélo, regarde ton ballon, regarde avec papa et maman sur la plage, regarde ton mariage, regarde ton premier enfant. Si le premier qui me dit, tu te souviens, mais il va s'en prendre une, quoi. Ça doit être terrible. C'était un supplice, un supplice plus qu'autre chose, parce qu'on montrait les photos, et en plus de ça, ce qui est extraordinaire dans une mémoire et une reconstruction, c'est qu'on te dit, tu vois, c'est toi, tu vois, c'est toi, tu vois, c'est toi, avec moi. Et je dis, putain, mais tout le monde a des visages différents. Dire, non seulement il fallait que je m'habitue à moi, à ce que j'étais là, mais il fallait que j'accepte le fait que dans la vie, on a plusieurs visages. On a un visage quand on est bébé, on a un visage quand on a 8 ans, on a un visage quand on en a 15, et un visage que l'on a maintenant. J'avais déjà du mal à voir qui j'étais, et il fallait que j'assimile le fait que l'on change. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'étais pas posé la question, mais ça m'a terriblement perturbé, parce qu'il n'y avait pas que mon visage qu'il fallait que je voie avec différents visages, mais également tout l'entourage qui, soi-disant, m'aimait. Et on me disait, mais c'est maman, papa, tu vois, je t'aime. Je dis, ouais, bon, c'est bon. Vous, peut-être, mais moi, pas. Moi, pas. Et je refusais ces choses-là parce qu'on refuse ce que l'on ne connaît pas et ce qu'on devrait connaître. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que quand même certaines choses vous paraissaient familières dans les premiers ressentis quand vous étiez sur votre banc. Et là, rien ne vous était familier. Non. Quand on vous a dit, vous êtes papa de 2 enfants, au fond de vous, vous ne le ressentiez pas? Du tout. Du tout. Même quand on m'a présenté mes 2 enfants, on m'a présenté, là, en premier lieu, Sandrine, qui avait 6 ans, et Pierre-Henri, qui avait 1 an et demi. Et pour moi, ils étaient mignons, quoi. Ils étaient sympas. Ils étaient sympas, mais quand on me disait il faut s'occuper des enfants, on me demande de m'occuper d'autres, alors que j'ai tellement à faire sur moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, ça nourrit votre angoisse? En même temps que ça doit faire du mal à vos proches? Ah, ça faisait du mal à mes proches, certainement, mais disons que ce mal en question, je voulais pas le voir, ou je m'en foutais peut-être complètement, puisque mes enfants étaient devenus un entourage qui était gentil, ils étaient sympas, ils étaient mignons, c'était bien. Mes parents, de la même manière, bon, je les avais acceptés comme tels. Mais par contre, Martine, ça a duré 3 ans, jusqu'à ce qu'elle me dise, écoute, arrête de regarder derrière, parce que tu es en train de te prendre tous les arbres qui sont sur ta route. Tu te prends tout dans la tronche. Dis, regarde devant toi, et regarde devant toi avec moi. Dis, lis dans mes yeux. Tu vois de l'amour, tout ce que je fais pour toi, c'est de l'amour. Tu le reconnais pas comme tel? Si, c'est sûrement. Elle me dit, dans tes yeux, je vois de l'amour aussi qui est en train de percer. Donc, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, aller de l'avant? Et pour aller de l'avant, je te propose quelque chose. Et ce qu'elle m'a proposé, c'est qu'on refasse ensemble un enfant. Et on a refait un 3e enfant, qui s'appelle Emmanuel. Et j'ai vu le ventre de Martine grossir. On a été chez le médecin, on a fait des échographies. Les enfants ont participé également donc à cette grossesse, en voyant le ventre de la maman qui grossissait. Et là, j'ai eu peut-être un déclic, peut-être petite Madeleine. J'ai mon esprit paternel et l'amour avec un grand A, y compris avec ma femme, qui s'est réveillé, on va dire,
pour ainsi dire comme ça. C'est pour ça que cet enfant, on l'appelle l'enfant de la Renaissance. Oh, c'est fou cette histoire. Oui. On va accueillir Yvonne avant qu'on accueille Martine, juste- votre femme. Oui, on voit combien la mémoire est constitutive de notre identité et que bien souvent dans l'amnésie, vous pouvez vous souvenir d'énormément de choses, mais tout est déconnecté de votre vie émotionnelle. Et je crois que le vrai traumatisme, c'est bien sûr celui qui ne reconnaît pas, mais celui aussi qui n'est pas reconnu. C'est ça. Donc il faut une stimulation au quotidien. Il faut vraiment que toute la famille se mette à vous stimuler. Et stimuler quoi? Les 5 sens. Oui, l'odorat, c'est pour ça que ce professeur vous avait proposé l'histoire de la petite Madeleine. Mais en l'occurrence, l'amour, la renaissance d'un sentiment. Oui. Est-ce que c'est un sentiment qui renaît ou est-ce que c'est l'émergence d'un sentiment? Alors je crois que c'est un sentiment qui peut renaître parce que le fait que Martine ait attendu un autre enfant, ça vous a remis en lien avec une grossesse antérieure, avec des émotions qui étaient reliées. Bien souvent on retrouve la mémoire, on en parlait avec Stéphane, on retrouve la mémoire quand on retrouve un lien avec des événements passés. Donc ça vous a permis de renouer et avec des sentiments, des émotions et de vous nourrir quelque part parce que vous étiez totalement dévitalisé émotionnellement. C'est ça. Mes enfants ont retrouvé un papa Voilà. en cours de leur vie. Mais le fait d'être relié à nouveau à vos émotions, est-ce que ça vous a permis de retrouver la mémoire sur certaines choses? Malheureusement, non. Voilà. Je n'ai absolument rien retrouvé. Et de toute manière, à un moment donné, ça serait difficile pour moi de le dire, puisque tout mon passé, maintenant je parle de mon passé, je peux parler de mon mariage, je peux parler de la naissance de mes premiers enfants, puisqu'on m'a tout raconté. Et quand on lit un livre, comme par exemple, je me souviens que j'ai lu un livre qui s'appelle Le Grand Maulne. Quand on lit des livres comme ça, on a l'impression de mettre une image sur les paysages qui sont décrits, sur le personnage lui-même, alors qu'on n'a jamais vu ni ces paysages, ni ces lieux, ni rien. Ouais. C'est ce qu'on appelle des souvenirs livresques. D'accord. Et donc, tout mon passé m'a été réitéré de la même manière et je l'ai accepté comme tel. À un moment donné, il faut accepter, faire Voilà. confiance. C'est là où Et donc, vous c'est parlez une mémoire d'acceptation. livresque. C'est l'acceptation. Alors- Et donc, cette acceptation, aujourd'hui, je ne sais plus si même une petite mémoire me revenait, si elle fait partie de ce livresque ou d'une vraie mémoire, j'en sais rien. Ouais. Alors, on va accueillir votre femme qui s'est accrochée et dont les efforts ont fini par payer, puisqu'aujourd'hui, elle partage toujours votre vie. Ouais, c'est la belle brunette qui va arriver là. On va l'accueillir. Bonjour. Eh bien, quelle histoire! Quelle histoire! Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce 25 juin 1987? Ben, le 25 juin, bon, la maison n'était pas terminée. Hein. Et puis le garage non plus. Puis il mettait tout le temps la voiture devant. Alors je lui ai dit comme ça, écoute, on va regarder la télévision. Ensuite, je vais faire dormir les enfants. Et en attendant, toi, tu vas ranger la voiture au garage. Et puis bon, il est parti. Et puis moi, j'étais coucher les enfants. Et ensuite, j'étais devant la télévision. Et puis, j'ai regardé la télévision, hein, une émission. Et puis, tout d'un coup, j'attendais. Puis, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Puis, au bout de, je pense, 20 minutes, je suis sortie dehors. Je n'ai pas vu sa voiture. Et alors, je me suis dit, mais où est-ce qu'il est parti? Et je savais que, assez souvent, il était fêtard. Il aimait bien aller chez mes beaux-frères jouer aux cartes parce qu'ils avaient l'habitude de jouer à la belote, tarot. Ou alors, de temps en temps, il allait boire un coup avec ses copains. Sans vous le dire? Ouais, sans me le dire, comme ça. Ah, Je le bravo. connaissais. Moi, j'ai dit, il va me J'étais jeune. revenir. Je me disais, il va me revenir. Bon. Et puis là, je me suis dit, bon, il est peut-être sûrement parti là-haut. Alors, je n'ai pas cherché. Donc, j'ai regardé mon film, normalement, comme j'avais l'habitude de faire, comme il le faisait des fois, de temps en temps, il me faisait le coup là. Et puis, ça fait que j'ai regardé la télévision et j'ai regardé la fin. À l'époque, il n'y avait pas les portables, donc je ne pouvais pas le joindre. Hein. Donc vous êtes couché sans, Je me suis, voilà, je sans me vous suis poser couchée. trop de questions. Voilà, ouais, je ne me suis pas posé de questions parce que ça lui arrivait assez souvent. Alors, donc, Et le lendemain? et le lendemain, quand je me suis réveillée, il n'était toujours pas là, il n'était pas rentré. Alors, je me suis quand même inquiétée en me disant... D'habitude, quand il rentrait, c'était des fois minuit, 1h du matin, mais il revenait tout le temps. Alors, je me suis inquiétée, puis j'ai quand même téléphoné du côté de mes beaux-frères, de ma famille, s'ils ne l'avaient pas vu, s'il n'était pas venu boire un coup,
On joue aux cartes. Et puis alors là, les heures ont passé. Là, vous avez dû commencer à vous inquiéter vraiment. Là, je me suis inquiétée, oui. Et alors là, vous êtes allé voir les gendarmes? Et puis là, j'ai signalé, j'ai dit, voilà, je ne comprends pas que j'ai mon mari qui n'est pas rentré de la nuit et je m'inquiète énormément. Ah oui, et puis alors là, donc vous êtes inquiétée, j'imagine, terriblement pendant 3 mois. Et puis j'ai dû donner les enfants gardés à une voisine qui était juste en face. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez, enfin, quel souvenir vous gardez du jour où vous lui avez rendu visite à l'hôpital 3 mois après? Oui, je me souviens, oui, oui. Très bien, parce que j'avais téléphoné à mes beaux-parents. Parce que comme sa maman conduisait, donc c'est elle qui a pris le volant, et j'étais avec mon beau-père. Et quand on est arrivé à l'hôpital Sainte-Anne, il y avait le médecin C qui nous a dit de venir dans son bureau. Et c'est là qu'il nous a parlé, bah, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il a parlé à ses parents, puis moi, c'était mon mari, il a perdu la mémoire. Alors donc ça nous a fait un choc parce que c'est vrai que... Mais vous deviez être contente, j'étais contente de l'avoir retrouvé, quand même, oui. qu'il soit vivant. Parce qu'au départ, c'est vrai que des gendarmes sont venus sonner à ma porte. Et quand j'ai ouvert la porte, ils sont entrés dans ma maison et ils m'ont montré une photo. Pour savoir si c'était lui ou pas. Et quand ils m'ont montré la photo, j'ai eu tellement peur parce qu'il avait gonflé le visage et le visage était blanc, il avait les yeux livides comme ça. Et puis je me suis dit, est-ce qu'il est mort? Alors non, ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Mais on l'a retrouvé, il est à l'hôpital Sainte-Anne. Alors moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là-haut? Et on ne m'avait pas dit encore qu'il avait perdu la mémoire. On n'a pas voulu me le dire tout de suite. Alors donc j'ai appelé mes beaux-parents pour leur dire. Et je pense que mon beau-père a dû téléphoner tout de suite à l'hôpital. Et c'est là qu'on a eu un rendez-vous et on est parti. Et alors quand vous l'avez approché, oui, et que vous avez compris qu'il ne vous reconnaissait pas, oui, qu'est-ce que vous avez éprouvé? J'étais triste à la fin. Et je me disais, mon Dieu, c'est pas possible, il a perdu la mémoire, il ne me reconnaît plus. Et c'est vrai que quand il était devant moi, il était immobile, il me regardait, apeuré. Et moi, je suis venue vers lui, j'ai tendu mes bras, il m'a pas serré dans les bras, et ça m'a fait tout drôle. Et j'ai mes beaux-parents qui m'ont laissé un petit peu tout seul avec lui. Et quand on était dans le petit salon, j'ai feuilleté un album de photos. Et ensuite, je dis, tu vois, regarde, c'est notre mariage. Tu vois, là, c'est la naissance de Sandrine. Tu vois, ça, c'est Pierre-Henri. Il regardait, mais sans rien dire. Et puis, mais vous quelque chose, énormément. Hervé, comment vous réagissez à ce témoignage de Jacques Michel et de Martine? Oui, j'ai vécu à peu près la même chose. Parce que moi, j'ai eu un grand accident. J'étais renversé par une voiture et j'avais perdu la mémoire immédiate. J'ai fait 4 semaines de coma et je me rappelais de rien. Donc c'était terrible. Et je m'en voulais parce que moi, il y a eu délit de fuite, donc il n'y avait pas de coupable. Donc je le culpabilisais. Je me regardais dans la glace et je m'insultais de tocard. Qu'est-ce que tu fais? Je disais à ma femme maintenant, mais ma fiancée pote Madeleina, qui a fait tout pour moi. C'est pour ça que je l'appelle mon soleil, parce qu'elle m'a donné la lumière de la vie. Elle m'a accompagné à tous mes rendez-vous et tout. Et c'était très, très, très difficile. Alors, avant de revenir à cet accident qui vous a privé de 7 ans de souvenirs, on va revenir en images sur votre carrière de basketteur. Hervé Dubuisson naît à Douai en 1957. En grandissant, il prend vite goût au sport. À 8 ans, il fait de l'athlétisme, mais à ses heures perdues, il aime jouer au basket. Son professeur d'athlétisme le remarque et le présente à un entraîneur. Très vite, Hervé est recruté par un club du Nord-Pas-de-Calais. À seulement 16 ans et 9 mois, il devient le plus jeune international professionnel de tous les temps, sélectionné en équipe de France de basket. Mais les exploits du jeune homme ne s'arrêtent pas là. En 1984, il est le premier Français à porter un maillot de la NBA. Il se forge une réputation et outre-Atlantique, on le surnomme le blanc qui saute au-dessus des buildings.
Mais Hervé a du mal à s'imposer sur le parquet américain et en 1986, il revient jouer en France. En inscrivant 5 fois au moins 50 points en championnat de France, il occupe toujours aujourd'hui la place de meilleur marqueur de l'histoire du championnat. Mais il y a 14 ans, alors qu'Hervé est devenu entraîneur pour le prestigieux SLUC Nancy, sa vie bascule le soir du 10 mai 2001. Vous avez des souvenirs précis de votre carrière de basketteur? Non, je suis revenu 7 ans. J'ai une amnésie totale de 7 ans qui précédait mon accident. Par contre, toute ma mémoire lointaine et intermédiaire, ça, c'était comme si c'était hier. C'est impressionnant. Mais avant, je voudrais dire aussi que j'ai fait un hématome sudural. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé le 10 mai 2001. Ouais. Je rentrais chez moi et je vais partir le week-end à Paris pour signer un nouveau contrat avec mon équipe. J'étais entraîneur et je rentrais chez moi et j'étais renversé par une voiture qui m'a fait tomber. J'étais à moto et elle a fait demi-tour. Elle est repassée sur moi, elle m'a refait tomber et c'est là que j'ai tombé la tête sur un pylône pour pas garer les voitures. Là, heureusement, il y a une dame qui promenait son chien, elle a sonné une porte, je suis né sur une nouvelle étoile, comme je dis toujours. C'était un cardiologue qui est sorti. Il est sorti, il m'a donné les premiers soins et hop, il a appelé le SAMU et ils sont venus me chercher. Donc j'ai fait 4 mois de coma. Et après, ils m'ont prolongé dans le coma parce que j'ai fait un hématome sudural. Donc après, je suis sorti et j'ai dû soigner mon hématome avec la cortisone. Je suis monté à 139 kilos et j'avais plus de confiance en moi et tout ça. Et mon soleil est arrivé. Alors, à votre réveil, il y a un nom que vous n'aviez pas oublié, celui de Madlena. Oui, qui était Madlena? Oui, Madlena, c'était une fille qui est venue, bulgare, qui venait jouer au basket à Aix-en-Provence. Donc j'ai vu sa photo et je l'ai contactée. J'ai essayé de la contacter pour voir comment ça allait et tout ça. Et pendant 8 ans, j'ai couru après elle, mais pourquoi vous vous souveniez d'elle? Parce que j'étais tombé... Je comprends déjà. Je suis tombé amoureux, tout simplement. Quand elle est arrivée en France. Donc avant votre accident? Oui, avant mon accident. Mais c'est elle qui, en plus, elle habitait à Nancy, le hasard, ma bonne étoile encore. Et donc, elle était venue me voir à l'hôpital et tout ça. Et après, on s'est mis ensemble. Et elle m'accompagnait à tous mes rendez-vous d'orthophonie, d'ergothérapeute. C'est elle, votre soleil? Oui, c'est mon soleil. C'est ma nouvelle vie et c'est mon amour, voilà. Elle va nous rejoindre, votre femme Madlena. Vous avez joué au basket. Donc vous occupiez quelle place dans une équipe de basket? Pivot. Pivot, oui. Voilà, bah ouais, forcément. Un petit pivot. Vous mesurez combien? 1m86. Ah bon, c'est un petit pivot, ça? Petit pivot, oui, qui joue contre des filles jusqu'à 2m20. Oula. Voilà, donc... Alors, c'est une drôle d'histoire encore. On peut dire que c'est le destin qui vous a réunis tous les deux. Vous l'accompagnez, il dit de vous que vous êtes son soleil. C'est probablement elle qui vous a donné envie de vous accrocher et de vous battre pour retourner vers la vie, j'imagine? Oui, et puis j'avais beaucoup de soins chez les spécialistes. Elle m'a amené toujours. Elle était toujours présente. Elle s'est battue pour moi comme moi je me suis battu. Donc c'est pour ça que... Mais là, vous avez pu la vivre, votre histoire, quand même, après l'accident? Oui, bien sûr. Donc, et la première fois où je l'ai serrée dans mes bras,
on va dire, plus intimement, parce que jusqu'à là, on était juste amis et on n'avait pas de relation physique. Quand je l'ai vu amaigri, il y avait... Tout l'accident était dans son regard, en fait. C'est incroyable, cette histoire. Qui se soit réveillé en prononçant son prénom. Oui, mais c'est comme si, sous le contrôle de Stéphane, comme s'il y avait une forme de mixité de l'amnésie, une amnésie rétrograde et antérograde. Comme si, finalement, Magdalena, qui existait 8 ans avant, eh bien, réapparaissait comme si c'était la veille. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis. Vous dites que c'est à Hervé que je m'adresse, vous dites que pendant 8 ans, vous avez essayé de sortir avec votre épouse actuelle, oui. Mais vous vous souvenez de ces événements-là parce que ça englobe la période d'amnésie? Oui, je me souvenais très bien. Mais vous vous souvenez quand même de ce chassé-croisé amoureux? Donc il y a quand même une préservation d'une partie de votre mémoire rétrograde. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le basket, vous l'aviez oublié ou pas? Non, non. Les 7 années, oui, parce que par exemple, j'étais entraîneur, j'ai rencontré un entraîneur du Mans, j'avais oublié qu'il avait été mon joueur. J'ai oublié plein de trucs comme ça. Mais sinon, j'ai un trou complet de 7 années qui précédaient mon accident. Non. Incroyable. Alors, il y a quelqu'un qui a souhaité vous adresser un petit message. Regardez. Mon cher Hervé, Dub la Gâchette, quelques secondes pour te dire à quel point ta présence est importante pour ce club des Antibes Sharks Côte d'Azur. Ce club qui a vu défiler les plus grands noms du basket, dont tu as porté les couleurs et même entraîné le groupe pro. Tu fais partie de l'ADN des Sharks. Ta présence, tes conseils avisés, ta bienveillance nous font grandir. Tu es un exemple pour nous tous. Merci de m'accompagner dans cette fabuleuse aventure et à vendredi pour le match. Qui est ce monsieur? C'est le président des Sharks d'Antibes, l'équipe professionnelle. Ils sont montés cette année et depuis le mois de mars, je suis conseiller de ce monsieur Jouve, le président. Vous avez encore des notions de basket? Vous avez encore, vous avez encore des conseils techniques à lui apporter? Oui, parce que j'ai le basket dans la peau. Ah bon? Et donc, par exemple, un exemple que je l'ai aidé. Vous êtes encore capable de jouer hyper bien aujourd'hui? Oui, je joue encore. Joue encore. Ah d'accord, vous jouez encore? J'entraîne aussi sur le tir et tout ça, l'équipe des jeunes. Vous êtes toujours aussi adroit? Oui, toujours. Donc vous n'avez pas perdu votre adresse? Non, non. Ah bon. Et par exemple, cet été, j'ai visionné beaucoup de cassettes de vidéos de joueurs américains et on a fait le recrutement ensemble. D'accord. Donc je pouvais voir si le joueur était capable de jouer ou pas. Alors, vous êtes aujourd'hui venu avec un couple d'amis qui vous ont aidé dans votre reconstruction. Ils sont avec nous dans le public. On va faire leur connaissance. Venez nous rejoindre. Bonjour. Stéphanie, vous êtes journaliste, et Xavier. Xavier est avocat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous êtes connus comment, tous les trois? Alors, moi, je connais Hervé depuis très très longtemps, parce que je suis également ancien basketteur de moins haut niveau qu'Hervé, évidemment. Donc, Hervé a toujours fait partie un peu de mon histoire, déjà en tant que fan de basket. Et puis, mon oncle l'a entraîné quand il était en équipe de France, Jean Gall, et également à Gravelines. Donc, j'ai toujours connu Hervé. Ah oui, Gravelines. Puis, on s'est davantage connus quand Hervé est devenu entraîneur à Nancy, donc dans les années 99-2001, qui ont précédé son accident. Je venais voir de temps en temps les matchs à Nancy. Et puis, donc vous avez été très touché par son accident? Extrêmement touché par son accident. Déjà, tous les gens qui aiment le basket, on a vraiment été traumatisés par son accident. Et à titre personnel, ça a été extrêmement difficile de voir une personne qu'on connaît, qu'on aime, qu'on admire, et bien le voir du jour au lendemain fracasser, diminuer. Comment l'avez-vous aidé? Je l'ai aidé à plusieurs niveaux. Je dirais qu'il y a le premier niveau, c'est le niveau amical, c'est la bienveillance personnelle, humaine, et c'est vraiment l'amitié. Le deuxième niveau, c'est un peu plus technique, c'est le travail d'avocat, et c'est toutes les procédures qui ont dû suivre un accident avec une situation extrêmement complexe. Donc
mon aide a été multiple, dirais-je. Et vous, Stéphanie, vous nous avez confié que la première fois que vous avez rencontré Hervé, vous avez eu un coup de cœur pour cet homme. J'arrive un peu plus tard dans l'histoire. J'arrive il n'y a que 3 ans. En fait, en rencontrant Xavier, j'ai rencontré Hervé et Madeleina, qui sont vraiment ses amis les plus proches. Et donc, comme dans un couple, un nouveau couple, on se présente les amis mutuellement. Et il me dit, je vais te présenter mes amis les plus chers, Hervé et Madeleina Dubuisson. Ça n'a absolument rien évoqué... chez moi, hein, je ne connaissais pas Hervé. Et donc, on s'est donné rendez-vous, on allait voir un match de basket. Et puis, j'ai vu ce grand gars sortir de la voiture. Alors déjà, il avait quelque chose de familier pour moi qui est assez indescriptible, mais que j'explique ensuite. C'est-à-dire cette façon, vous voyez, depuis le début, de toucher ses mains, le regard un petit peu ailleurs, le sourcil un peu froncé pour chercher les mots, etc. Et dès les premières secondes, j'ai reconnu quelqu'un qui était traumatisé crânien, puisque mon papa l'est aussi. Et donc, je l'ai vu. Je l'ai vu, je ne peux pas trop expliquer. Et donc, l'histoire est similaire. Il y a 10 ans, faisais mes études à Paris de journalisme et mon papa est tombé d'un toit en allant vérifier quelque chose. 45 jours de coma, etc. Et donc, je me suis sentie proche d'Hervé instinctivement, sans même savoir qui il était. Puisque moi, je l'ai connu, il avait 56 ans et je ne savais rien de sa carrière de basketteur. Et donc, vous avez eu envie d'écrire un livre? Oui, alors... Sur lui? Oui, je l'ai vraiment fait. Je n'étais pas une spécialiste du basket, donc c'était quand même un gros pari. Hein. Voilà, c'est une légende dans ce sport. Et je l'ai fait parce qu'Hervé me l'a demandé et parce qu'il m'a dit que je ne le jugerais pas sur ses absences, sur son amnésie, sa difficulté à raccommoder, reconstituer toute l'histoire. Alors je l'ai traité comme un roman un peu, vous voyez, voilà. De toute façon, vous avez vu, ça ressemble leur vie à un roman. Ça, c'est sûr. Donc pas banal. voilà. Et j'ai essayé pour Hervé de chercher qui c'était ce garçon à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, quel homme il était, pour que lui, il se retrouve aussi. Voilà, avec les témoignages, bien sûr. Dites-moi, ça fait beaucoup de soleil autour de vous, parce qu'elle est lumineuse aussi, cette Stéphanie. Extrêmement. Madeleina m'a présenté mon docteur qui me travaillait sous hypnose. J'ai rencontré le docteur B, oui. Qui m'a fait accepter que c'était un accident de la vie, que moi j'étais en aucun cas coupable, parce qu'il m'a refait vivre tous mes souvenirs et il m'a fait accepter que c'était et il m'a toujours dit, ça serait bien si vous écriviez un livre sur vous. Et quand je suis né sur de belles étoiles encore, parce qu'ils étaient à un dîner d'affaires et justement une maison d'édition a proposé d'écrire le livre pour moi et c'est là que Stéphanie qui a écrit le livre pour moi. Donc j'entends encore de l'acceptation, cette idée d'acceptation, qu'on n'est pas coupable. Vous nous parliez d'acceptation, c'est une notion importante pour continuer à vivre, d'accepter son nouvel état, d'accepter de renaître différemment. Oui, comme Hervé le dit si bien, il a dû accepter son état actuel pour pouvoir revivre. Et c'est exactement mon cas aussi. On ne peut pas aller de l'avant si on n'accepte pas la situation. Alors vous avez commencé à accepter et à voir vos émotions remonter lorsque votre femme vous a proposé de faire un enfant à nouveau, votre 3e enfant. Et cette petite fille, Emmanuelle, elle a bien grandi puisqu'elle est là avec nous aujourd'hui. Elle a 25 ans et elle va nous rejoindre sur ce plateau. Très jolie, hein, vous avez bien travaillé. Hein. Ah oui, hein les 2 autres aussi. À quel âge vous avez appris l'histoire de votre papa, Emmanuel? À 14 ans, quand j'étais au collège. Pourquoi vous avez mis tant d'années à le lui dire, tout cela? Parce qu'on était reparti du fait qu'on devait aller de l'avant. Donc Martine me poussait à aller de l'avant et d'arrêter, on va dire, de chercher en disant si tu dois retrouver, tu retrouveras. De toute manière, notre vie, on la refait avec ou sans, c'est pas grave. Donc on avait occulté tout ça et j'étais occupé dans mes histoires de peinture. Je fais beaucoup d'expositions de peinture, j'écris aussi. Et rien ne vous avait paru bizarre avant l'âge de 14 ans? Dis-moi. Non. Oui, mon père. Ah bon? Non,
J'ai toujours ressenti l'amour qu'il me donnait beaucoup plus qu'à ma sœur et mon frère. Ah bon? Oui. Vous avez eu l'impression d'être plus aimée? Oui. Et ça vous dérangeait par rapport aux autres? Pas vraiment, non. Et il n'y a jamais eu de jalousie en plus de ça. De leur part? Voilà, de leur part. Donc non, mais j'ai toujours eu cette complicité avec lui que ma sœur et mon frère. Quel genre de complicité? On est très fusionnels et je suis un peu la seule, on va dire, sur les trois à pouvoir un peu le remettre à sa place, par exemple. Je sais qu'il m'écoute beaucoup. Il aime bien se retrouver avec moi pour discuter. Et... Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça? Est-ce que c'est un amour différent qui vous unit à Emmanuel? Différent, certainement. Parce que c'est un amour qui a commencé depuis le début. Il a commencé à zéro, cet amour. Alors qu'avec les enfants, c'est au cours d'une vie. Et vous vous culpabilisez pas parents, par rapport aux autres enfants? Ça doit être drôlement difficile quand même d'appréhender ça. Je me culpabilise pas, j'ai plutôt essayé de déculpabiliser le problème. C'est-à-dire de faire comprendre cette problématique aux enfants. Je ne vais pas me rendre coupable de quelque chose dont je ne suis pas coupable. Ce que je disais Hervé tout à l'heure. Il faut accepter le fait que l'on n'est pas coupable sur cette situation. On a fait du mal à son entourage de façon involontaire. Donc on n'a pas, quelque part, à s'excuser d'une situation pour laquelle on y est pour rien. Il faut également que l'entourage, on nous demande d'accepter ce que l'on est, il faut que l'entourage accepte ce que l'on est également. Il faut qu'on s'accepte l'un et l'autre. Mais par rapport à vos enfants, c'est vrai que vous n'êtes pas coupable de ne pas avoir pu leur donner toute l'affection que vous auriez dû leur donner. Néanmoins, votre fille, je crois que pourquoi ce lien si fusionnel avec elle? Parce qu'elle a été celle qui vous a sauvé d'une sorte de vide émotionnel. Elle vous a réappris à aimer. Alors, vous savez qui vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je sais qui je suis. Vous êtes qui alors? Je suis celui qui veut être celui d'aujourd'hui et qui veut aller de l'avant. Je ne pourrai jamais être celui d'hier, malheureusement. Mais par contre, ce monsieur X qui m'a fait tant souffrir, parce qu'il est venu au monde malgré moi... Il est où alors aujourd'hui? Il est toujours en moi. Ouais. Je vais quand même pas tuer quelque chose qui appartient également à ma vie présente et donc à mon passé maintenant. Hein? Alors, dedans, c'est compliqué alors qui vous êtes. Hein? Mais oui, on voit que la mémoire, finalement... que je suis. Oui. Je suis celui que je suis en acceptant. C'est presque un cours de philosophie, finalement. C'est un cours de philosophie. C'est un cours de philosophie, parce que tout le monde se pose cette question. Qui est-on vraiment? Qui est-on? Et on voit très bien que Jacques Michel Hurey, mais je suis également Monsieur X, bien entendu. Ouais. La mémoire est constitutive de notre personnalité, de notre vie affective. Oui. Et c'est ça qui est troublant. Je veux dire, il y a les événements, il y a ce qui se raccroche aux événements, c'est-à-dire que tout, notre vie affective, émotionnelle, qui fait qu'on est ce que nous sommes. Et parfois, on passe sa vie à essayer de se détacher justement d'un passé. D'où notre inconscient qui fait le tri. Émotionnel. Donc tout ça est très compliqué, mais en tout cas, c'était des histoires passionnantes. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci également à nos experts de nous avoir éclairés. On se quitte sur une belle chanson de Charles-Élie Couture. Ça s'impose, puisque c'est grâce à lui que vous vous êtes retrouvés. Merci à vous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue. Merci. Merci beaucoup. Et chaud. On parlait au départ d'une affaire de pédophilie familiale, mais l'enquête pourrait aller beaucoup plus loin. En 2000, une affaire de mœurs défraie la chronique. À Outreau, dans le Pas-de-Calais, les enfants de Thierry Delay et Myriam Badawi accusent leurs parents et leur entourage d'avoir sexuellement abusé d'eux. On parle alors de réseau pédophile. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire... Des personnes venaient, etc., qu'on nous expliquait comment ça allait se passer et que c'était normal et on était déjoués. Pour la première fois, Jonathan Delay, l'un des enfants d'Outreau, va parler de son enfance confisquée. J'avais 6 ans. La famille d'accueil m'a proposé une après-midi de regarder un dessin animé tout bêtement et je lui ai demandé si elle avait des cassettes X. À partir de là, elle a commencé à me poser des questions et je commençais petit à petit à comprendre ce que j'avais vécu. On ne se rappelle d'Outreau que pour 13 personnes qui ont été acquittées, alors que Outreau, c'est quand même 4 enfants martyrisés pendant des années. À ses côtés, Mathilde, elle aussi a été victime d'inceste.
Quand nous étions enfants avec mon frère, mon père nous enfermait dans des cartons pour nous utiliser, nous violer. En mars 2005, je décide de l'appeler. Il avoue tout ce qu'il a fait et il est mort le lendemain. L'agression sexuelle, ça vous attaque dans votre intimité, c'est d'une violence extrême. Tout ce qui va être des relations intimes, c'est quelque chose qui est tout à fait insupportable parce que ça fait des reviviscences. Pour tous les deux, la reconstruction est longue et difficile. On peut essayer d'oublier, à la rigueur, mais pardonner, c'est juste pas possible. On a une enveloppe corporelle qui est fragile.